Bonjour, merci de nous retrouver pour ce dernier talk vidéo de la semaine sur le salon Milipol. Nous avons choisi le thème des nouvelles technologies et des catastrophes. Trois exemples, donc on ne fera pas la couverture totale de ce qu'il y a sur ce salon en matière de nouvelles technologies et de leur application dans la gestion des incidents, des catastrophes, mais trois exemples assez intéressants nous a-t-il semblé dans nos visites de ce salon. À ma gauche, pour démarrer, Stéphane Schmoll, directeur général de Devryware. Donc je vais leur demander à chacun après de se présenter et surtout de présenter l'activité de leur entreprise. Et puis ensuite, nous partirons sur un certain nombre d'exemples. À sa gauche également, Anthony Mazot, responsable de projet chez IEC Télécom. Et à ma droite, Pascal Zunino, donc de la société Novadem. Et nous parlerons des drones après la connectivité. Donc tout ça fait en fait un ensemble, même si on n'a pas encore tout perçu. Mais je suis sûr que ce talk nous permettra de percevoir les complémentarités entre ces exemples. Alors je vais démarrer peut-être par une première question qui est pas liée forcément à votre activité, mais qui est liée à l'innovation dans le domaine de la sécurité. Mais avant de démarrer cela, mais je vous le dis parce que comme ça vous permet de réfléchir, petite présentation de chacun de nos invités et on va démarrer par Stéphane. Donc, je suis le directeur général de Devryware. Devryware, c'est une société qui s'est spécialisée notamment dans des systèmes qui permettent aux autorités d'être en lien avec la population pendant, avant et après les catastrophes pour communiquer dans les deux sens de l'information utile pour gérer les catastrophes et les crises. Alors moi, je suis responsable projet et solutions chez IEC Télécom. IEC Télécom, c'est une société qui est spécialisée depuis 20 ans maintenant dans la fourniture et le développement de solutions de télécommunication par satellite. Très bien. Je suis Pascal Zunino, je suis le directeur de la société Novadem. Nous, depuis 10 ans, nous développons des solutions d'acquisition de mesures aériennes basées à partir de drones au service des métiers de la sécurité et de l'industrie. Et là, donc, on parlera plus au niveau de la partie sécurité civile et des usages de nos produits. Très bien. Alors, avant de parler justement de ces exemples, j'ai une question un petit peu commune pour chacun d'entre vous. Innovation et sécurité, vous êtes tous des PME. Comment on fait quand on est une PME et qu'on souhaite faire de l'innovation en matière de sécurité? Stéphane, peut-être. Rien n'est plus facile puisqu'on a en France une très bonne éducation des ingénieurs et autres qui nous permet à la fois dans les grands groupes et dans les PME d'innover et de proposer des solutions originales qui conviennent aux besoins sur notre propre sol et dans d'autres pays. Et nous sommes, je dirais, organisés maintenant, notamment à travers la filière de sécurité, à travers des salons comme Milipol, pour faire connaître les capacités d'innovation dans les sociétés françaises. Donc également le crédit impôt recherche, les projets de développement, H2020, ANR, tout ça, vous utilisez? Nous bénéficions d'un écosystème qui fonctionne bien sur, je dirais, l'aide à l'innovation, la mise en réseau et l'aide à l'exportation également, dont on n'a pas à rougir et dont nous n'avons qu'à tirer le meilleur. Alors moi, je dirais qu'en tant que PME, ça nous confère surtout une proximité avec le terrain. Et justement, l'innovation vient du retour qu'on a des utilisateurs de nos solutions sur le terrain. Et c'est cette proximité-là, justement, qui nous permet de développer, avec bien sûr tous les éléments que citait Stéphane juste avant. Ouais. Moi, je pense que c'est aussi l'essence même pour nous d'une PME, c'est vraiment dans l'ADN. Parce qu'effectivement, pour qu'on existe, il faut qu'on soit différenciant. Et pour être différenciant, il faut innover. Il ne faut surtout jamais s'arrêter parce que ça va tellement vite dans nos secteurs qu'il faut être toujours en innovation continue. Et on se rend compte qu'aussi on a des partenariats finalement avec aussi des grands groupes qui eux sont présents, qui vont rechercher chez nous, chez nos petites PME, ce qui nous apporte justement la différenciation, ce qu'on a créé. Donc aussi, voilà, c'est de l'innovation au service aussi d'autres partenaires. Finalement, on s'inscrit dans des solutions des fois plus grandes que les nôtres. Et c'est aussi ça l'âme d'une PME, c'est d'être dynamique, innovante et pouvoir s'associer. Alors justement, je voulais revenir encore avant d'aller plus dans le détail de vos produits sur un concept de marché. On sait que la croissance est difficile dans notre pays, un petit peu moins difficile ailleurs, mais que globalement, c'est pas aisé. Quels sont les drivers vraiment du marché? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse un client aujourd'hui à vraiment aller de l'avant? Est-ce que c'est vraiment ce que vous pouvez leur faire gagner en termes de capacité opérationnelle, en termes de coûts pour leurs opérations plus traditionnelles, classiques? Quel est le vrai driver? Quelle est la vraie révolution du marché qui permet de vendre finalement? Le coût, certainement.
Donc en étant capable de maîtriser des technologies qui existent notamment en grand volume dans le grand public, c'est notre cas avec les smartphones qui sont des terminaux intelligents et très performants par rapport à leur prix pour des usages généraux. L'innovation également d'usage dans les applications qui peuvent être développées autour des technologies. Et puis j'ose dire également l'innovation juridique parfois, dans la capacité à repousser un peu les limites des paradigmes en permettant de développer des doctrines d'emploi qui étaient jusqu'à présent non considérées et qui permettent d'avoir des solutions dans l'intérêt général qui sont innovantes. Idem dans les doctrines d'emploi? Oui, bien sûr, il y a le coût, mais le coût vient souvent dans un second temps. C'est-à-dire que le premier moteur, c'est aussi d'apporter des réponses à des nouvelles problématiques. Et à chaque innovation, de nouvelles problématiques arrivent et voilà, on répond à ces problématiques. Et effectivement, derrière, une fois que les problématiques sont réglées, vient la question du coût. Mais évidemment, la question du coût est essentielle. C'est essentiel aujourd'hui, on est dans un monde très contraint. Vous le sentez aussi pour ces nouveaux usages que sont les drones? Oui, les contraintes après aussi pour dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut tout. C'est-à-dire effectivement, on veut le meilleur et en plus, on veut effectivement aussi aux coûts les plus abordables. Donc effectivement, les contraintes sont présentes. Ça fait aussi, voilà, c'est ce qui fait partie, on parlait d'innovation, il faut aussi travailler avec ces contraintes-là justement pour les dépasser, que ce soit réglementaire, s'adapter aux réglementations en vigueur, mais même faire évoluer, donc être dans des groupes de travaux pour aussi participer à ce qui fera demain une filière. Par exemple, si je parle des drones, effectivement, il faut s'investir dans ces domaines-là pour effectivement adapter aussi on parlait de doctrine d'emploi, c'est des nouveaux usages. Donc effectivement, il y a effectivement un nouveau cadre juridique aussi à trouver, donc ça fait partie des évolutions du secteur. Je vais juste ajouter un point qui va dans le sens de ce qu'ont dit Pascal et Anthony, c'est le service. Je veux dire, les PME sont très attachées à la proximité des utilisateurs sur le terrain. Oui. Et nous, on est prêts, nous, à aller voir des petits, à agréger les besoins des petits pour être au contact et leur apporter des services qui font qu'on a une prestation qui est crédible par rapport aux besoins des utilisateurs. Alors, on va maintenant un petit peu se focaliser sur le cœur de notre sujet aujourd'hui. Et je voudrais commencer par les drones. On va voir la situation au-dessus. On la verra encore plus au-dessus après peut-être dans les télécommunications. Mais déjà, les drones. Les drones, on en parle beaucoup. Il y a effectivement un nouveau cadre juridique qui est en préparation. Le Haut Comité a eu le plaisir d'organiser pour le compte du secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale il y a quelques mois un colloque sur les drones où on a bien vu toute la problématique à la fois des usages et de l'intérêt en matière de sécurité, puis à la fois aussi, entre guillemets, tous les risques que ce type d'engin peut apporter dans les mains malveillantes. Donc c'est une balance dans une nouvelle réglementation. Moi, je voudrais plutôt m'attacher à ce que ça apporte en matière de sécurité. Et qu'est-ce que vous pensez dans le cadre des catastrophes et des risques naturels qu'on a vu notamment? Il n'y a pas que les risques naturels, mais risques naturels, on pourrait dire aussi situation de sécurité globale. Qu'est-ce que le drone vraiment apporte de nouveau et qu'est-ce que cela permet? Alors moi, je parlerai du coup du retour d'expérience qu'ont nos clients. Par exemple, on équipe depuis maintenant à peu près plus d'un an les sapeurs-pompiers du Bouches-du-Rhône, donc le SDIS-13, qui emploie nos matériels à différents usages. C'est un moyen finalement complémentaire à des moyens existants, qui sont l'hélicoptère, et qui permettent finalement d'acquérir une dimension aérienne très rapidement sur des équipes au sol qui n'étaient pas forcément dotées, on va dire, de capacités aériennes suffisantes. Donc on parlait de question de coût, c'est faire une économie finalement sur l'heure de l'hélicoptère, finalement, de consacrer l'hélicoptère sur des missions vraiment destinées au sauvetage et finalement faire des missions complémentaires avec la partie aérienne grâce à un vecteur accessible, effectivement, et surtout donc sur un partage de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le drone est à deux phases, à mon sens. Il y a finalement les gens qui vont être au premier dans une catastrophe, qui vont être sur le terrain, au moment, finalement, dans la première exposition vis-à-vis de la crise, où là, le moyen de drone, c'est la disponibilité qu'on recherche, c'est de sortir son système de son sac à dos, finalement, et de le déployer en moins d'une seconde, on va dire. On peut être en l'air, si je caricature. C'est l'idée, voilà, d'avoir une reconnaissance immédiate d'une situation. Ça, c'est la première phase. Mais la deuxième phase, c'est aussi d'arriver à faire l'état d'une situation. Et là, c'est très intéressant, le partage de l'information, donc de relever rapidement une situation. C'est finalement la vision aérienne qui va donner, mais j'allais dire, la vision aérienne est tout en proximité. C'est ça l'usage du drone. Finalement, c'est le fameux entre 10 et 150 mètres. C'est ça la bonne place d'utilisation parce qu'on apporte une information tout en étant précise, mais aussi assez globale. Et ce qui fait sens, ce qu'on voit, donc le SDIS-13 qui emploie nos matériels, par exemple, l'ont utilisé suite à des inondations dans le Gard cette année, où ils ont, après les incidents, effectivement, utilisé le moyen pour rechercher des personnes, pour évaluer les dégâts. Et donc là, ce qui est important, c'est faire finalement un balayage assez facile d'une zone. Donc c'est limiter les contraintes, c'est l'accessibilité à ce moyen-là. Et enfin, c'est comment le partager. Donc là, notamment avec des liaisons pour
avoir cette information jusqu'au niveau du CODIS, au niveau du commandement. Donc de pouvoir partager cette information, donc on la reçoit sur la station sol et on la renvoie par d'autres moyens de télécommunication aux différents échelons. Parce qu'effectivement, l'opérateur est là pour mettre en place le moyen, finalement, le mettre rapidement. On a parlé de déployer très vite. Donc ça, c'est l'opérateur qui, lui, est finalement une unité robotisée. Le distress, c'est d'ailleurs, il y a toute une méthodologie qui a été mise en place pour mettre en place ce moyen. Mais dès que le moyen est en l'air, en fait, il partage l'information. C'est devenu maintenant, j'allais dire, un modèle d'emploi qui est courant. C'est que Donc il partage l'information en temps réel. Exactement. Avec tout le monde. Avec tout le monde. Donc après, au niveau du commandement jusqu'au niveau du préfet, il va se connecter sur un serveur sécurisé pour recevoir ces informations-là et comprendre instantanément la situation. Et donc du coup, effectivement, ça leur permet de gagner du temps dans le transfert de l'information, d'avoir une information plus partagée et plus objective, parce que finalement, on n'est plus tributaire d'une personne qui est que, on va dire, avec sa vision du terrain. Là, on a une vision qui est élargie, de par le moyen, mais aussi de par finalement, la connexion qu'on va créer grâce à ce moyen-là. Alors justement, quand vous parlez de connexion, on parle de bande passante aussi. La vidéo, ça mange un petit peu quand même de la bande passante. Comment vous transmettez ces informations Et non, mais justement, c'est là où on dit on a besoin de partenaires. Finalement, on apporte nous des briques technologiques qui sont la capacité de capturer cette information, donc la capturer facilement, rapidement, de manière la plus aussi robuste possible. Donc ça, c'est ce qu'on apporte. Et après, effectivement, c'est de travailler avec des partenaires. Par radio et après. Exactement. Et donc après, il faut des liaisons. Donc aujourd'hui, on a des solutions avec des liaisons 3G, 4G, mais on a déjà expérimenté aussi avec des solutions satellitaires. Donc de partager cette information-là avec ce type de moyens. Et là, effectivement, vous avez raison, viennent toutes les contraintes de la bande passante parce que essentiellement, c'est de la vidéo. Ben oui. Donc là aussi, effectivement, aujourd'hui, il y a des méthodes quand même assez efficaces de compression, etc. Mais enfin, il faut quand même. Et là, on a des spécialistes autour de la table. Du débit. Alors, on va parler justement communication satellite parce que bon, le satellite, c'est pas nouveau. Ça fait quand même maintenant assez longtemps. Bien sûr. Mais on s'aperçoit quand même que de plus en plus, on a besoin de bande passante. On a besoin de la bande passante, mais je dirais, vous parliez de 3G, 4G. Pourquoi le satellite? C'est parce que généralement, dans les situations où on a besoin de 3G, 4G, il y en a 3G, plus. 4G, il n'y en a plus. Voilà. S'il y en avait à la base, en tout cas, dans ces situations-là, il n'y en avait plus. Et effectivement, c'est là qu'arrivent les télécommunications par satellite, parce que les télécommunications par satellite, il y en a toujours. Hein. Le satellite est à 36 000 km au-dessus de nos têtes, donc il y a peu de chances qu'il soit touché par un incendie, par une inondation. La bande passante en satellite reste une vraie problématique. Effectivement, un satellite a une capacité qui est quand même relativement limitée, parce que ça couvre une large zone. Avec un seul satellite, on peut couvrir 42% de la surface de la Terre. Donc beaucoup d'utilisateurs sur un seul et même satellite. Donc il faut partager cette bande passante. Et la technologie aussi a ses limites, même si on repousse sans arrêt les limites. Mais voilà, donc l'idée c'est de dire, on sait qu'on a capturé un certain volume de données, qu'on veut transmettre ce volume de données, comment le faire avec justement les technologies par satellite. Et c'est là que justement intervient toute l'innovation qui est déployée quasiment tous les jours, dire comment faire passer ce volume de données dans un tuyau qui fait cette taille-là. Alors, il y a ça d'une part, donc toutes les technologies de compression, etc. Mais il y a aussi, je dirais, la portabilité, parce que l'antenne satellite, elle peut être grosse, elle peut être petite. Il y a des choses qui sont assez intéressantes à cet égard. On voit maintenant des systèmes satellitaires qui ne sont pas plus gros qu'une feuille de papier. Voire même plus petits. Voire même plus petites. Ouais. Donc, dans ce cadre-là, est-ce que vraiment, je dirais, y a-t-il une avancée particulière ces dernières années sur l'usage dans le cadre sécurité civile ou catastrophe et une dispersion de l'utilisation du satellite à des niveaux plus bas qu'avant? Oui, la réponse est clairement oui. Pourquoi? Vous le mentionniez, ça fait des années, des dizaines d'années que la télécommunication par satellite existe. Avant, on avait des antennes qui faisaient la taille de cette table. Hein. Aujourd'hui, les antennes font la taille de la feuille qui est sur la table. Donc forcément, ça apporte de la démocratisation sur l'utilisation de ces technologies-là. L'utilisation de la bande passante, la manière dont on a appris à l'optimiser, a aussi forcément réduit les coûts d'exploitation de la télécommunication par satellite. Et c'est de cette manière que ça se démocratise forcément. Et donc des organismes ou des organisations qui avant n'avaient pas accès pour des raisons physiques ou pour des raisons budgétaires, aujourd'hui peuvent avoir accès aux télécommunications par satellite. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des SDIS ou vous avez un certain nombre d'opérateurs qui vont acheter des systèmes qui sont portables finalement et qui vont travailler ONG également, directement déployés. Bien sûr. Et il y a une démocratisation aussi technologique. Avant, il fallait être technicien, ingénieur en télécom pour utiliser ces solutions-là. Aujourd'hui,
n'importe qui, j'ose le dire, peut utiliser un système de télécommunication par satellite. C'est la démocratisation aussi à ce niveau-là. Bon, est-ce que les coûts vont se réduire en termes de d'usage? Oui, parce qu'à capacité égale sur un satellite, on sait faire rentrer plus d'utilisateurs, on sait optimiser l'utilisation de la bande passante. Donc les coûts sont partagés avec beaucoup plus de personnes, donc forcément se réduisent. Alors, on a vu un petit peu l'intérêt des drones et en fait, la démocratisation, descendre au plus bas du terrain, pouvoir disperser des moyens de communication satellitaire dans les catastrophes, alors qu'avant, on avait des systèmes un peu plus gros. Et on est un peu dans la même idée, la même démarche, Stéphane, avec ça et le citoyen. On démocratise, on descend, on inonde. Donc, on individualise finalement la capacité à toucher l'individu directement. Ah oui, tout à fait. Il y a longtemps que je dirais les intervenants, les autorités ont pris conscience que le premier acteur de la crise et de la catastrophe, c'était le citoyen lui-même, la population. Et que donc, quelle que soit la qualité des systèmes d'observation et de communication, il fallait pouvoir communiquer directement avec les citoyens ou les visiteurs de passage, touristes et autres, pour leur donner de l'information, de la conduite à tenir, des choses à faire ou à ne pas faire. Et c'est dans ce cadre-là que je dirais, à l'instigation de la Commission européenne qui a financé des projets de développement multinationaux pour avoir des solutions européennes, indépendantes de certains réseaux, je dirais, d'ailleurs, il a été développé des solutions qui permettent, à partir d'un simple smartphone, aux autorités, donc aux directeurs des opérations de secours ou à leurs co-traitants, d'envoyer des informations sur les smartphones des gens pour leur dire, dans une zone donnée, ce qu'ils ont besoin de savoir et non pas sur l'ensemble d'un territoire pour ne pas créer des paniques ou des informations inutiles. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ça c'est la nouveauté, je dirais, dans les mois et les années qui viennent, c'est la capacité également d'avoir de la remontée d'informations par la population qui permettent soit d'appeler au secours en signalant sa position et son problème, soit de témoigner d'une observation de terrain qui va remonter, je dirais, vers des systèmes d'observation ou de communication, et également de signaler, on l'a bien vu dans les derniers attentats terroristes, qu'elle va bien. Hein, c'est également l'anti-urgence, en quelque sorte, de dire « je vais bien, je suis là, ne vous inquiétez pas », ce qui permet à l'ensemble des familles, des proches, d'être rassurés. Tout ça, c'est des moyens très économiques, voire gratuits, puisque ça vient avec des terminaux que tout le monde a dans la poche, et qui permet aux autorités et à la population de coproduire des situations de gestion de la crise et de la catastrophe. Alors justement, cette coproduction, finalement, à plusieurs niveaux, équipes spécialisées avec des drones même à bas niveau, je dirais la capacité à assurer en tout temps et en tout lieu une connectivité, hein, puisqu'on parle du satellite, mais en fait, vous pouvez créer des bulles derrière cela. On a la possibilité de toucher les citoyens. Encore faut-il qu'il y ait du réseau. Là aussi, on revient à ces questions dans les catastrophes je dirais de connectivité. On s'aperçoit d'ailleurs, et c'est le bilan que nous avions tiré du rétex que nous avions fait au comité après Sandy, que finalement, les citoyens, ils voulaient de l'eau, à manger, un abri et de la connectivité. Et pas forcément dans cet ordre-là d'ailleurs. Donc on voit bien que la connectivité est un sujet extrêmement majeur et un besoin primaire pour avertir les siens, pour rentrer en contact, pour gérer. Alors, justement, dans ce cadre-là, je dirais, est-ce que vous trouvez que la culture des clients, des autorités, des unités avec lesquelles vous travaillez a suffisamment évolué et est assez mature pour embrasser toute cette nouvelle technologie? Oui et non. Je pense qu'on vient de loin et on avance à grands pas. Je crois qu'il y a actuellement véritablement une volonté à travers différents dispositifs, notamment les dispositifs de filière, de faire, comme je l'ai dit, coproduire des solutions, y compris dans des nouvelles doctrines d'emploi, entre les autorités, les fabricants industriels de solutions, les médias également dans certains cas, et de combiner le voir, le faire connaître, le faire savoir, pour pouvoir gérer tout ça. Donc il y a vraiment une nouvelle culture de travailler ensemble. Idem. Je compléterai en disant, pour moi, la clé, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire que ça devienne facile en fait. Ce qu'on a parlé autour de la table, c'est la réduction de détails. Par exemple, une antenne, elle devient petite. Les drones sont petits, oui. Tout ça se démocratise, c'est pas cher, Exactement. etc. Mais à un moment, il faut mettre tout ça en système. Hein. Effectivement, il faut que ça devienne accessible. Voilà, il faut que ça devienne accessible. Et, que ça devienne accessible. pour que cette accessibilité, c'est à tout niveau, c'est dans l'utilisation simple,
dans les coûts, on en a parlé, dans ces éléments. Et c'est comme ça aussi que ça va se développer. Parce qu'une technologie qui n'est pas intuitive, qui n'est pas ergonomique, elle ne se développera pas et elle restera à un stade, on va dire, reculé. Alors que quand ça devient accessible, ça se développe d'une manière qui est assez fulgurante. Oui, pour faire simple, on peut dire quand c'est facile et pas cher, ça peut rapporter gros à l'intérêt général. Puis la technologie se met au service justement de cette dépendance que l'on a à l'information. Alors, on parle du marché français, mais cette situation, on la vit également dans d'autres pays. Est-ce que vous êtes des PME? Vous travaillez aussi bien en France qu'à l'export, je pense, pour la plupart d'entre vous. Comment vous jugez la maturité des marchés export sur ces questions-là? Je pense qu'en ce qui concerne la gestion des crises et des catastrophes, qu'on soit dans l'accident naturel, il y en a partout, avec le dérèglement climatique notamment. L'accident industriel, il y en a de plus en plus, avec les progrès de l'industrie, de la chimie, etc. Et le terrorisme, ce n'est pas la peine de s'étendre sur le sujet, non. Il est évident que ça va frapper partout. Donc l'appétence pour des solutions de ce genre, on la trouve de plus en plus. Et l'intérêt d'un salon comme Minipol, justement, c'est de présenter l'excellence de l'offre, notamment française et notamment de ces PME, pour satisfaire les besoins des visiteurs qui ont bien voulu venir des quatre coins du monde pour voir ce qu'on pouvait leur offrir. Et ils sont très intéressés par l'excellence française. Donc également, l'export se développe plus bien ou sûr, moins que bien sûr, la mais je France crois qu'en plus, dans ces situations-là, la notion de frontière perd un peu de son sens. C'est-à-dire qu'en cas de crise en Haïti, des équipes françaises, des équipes allemandes, tout le monde va aller sur le terrain et tout le monde va vouloir utiliser ces solutions-là. Les zones blanches en Afrique, on les connaît, il y en a beaucoup. Donc oui, effectivement, il n'y a pas de notion réellement de frontières. Donc forcément, l'export est mûr aussi. L'export est mûr et ça représente aussi beaucoup pour vous? Alors nous aussi, on s'implique à travers des partenaires. C'est vrai que c'est l'idée de ne pas y aller tout seul. Par exemple, on fait partie d'un cluster de défense qui est le cluster Eden, oui, qui permet effectivement de fédérer des entreprises complémentaires. Et on l'a bien vu autour de la table, là, il y a des complémentarités. Et c'est le même cas dans le cluster Eden. C'est l'idée de dire, au lieu qu'une PME aille tout seul à l'export, on y va ensemble parce qu'on va apporter une solution globale à une problématique qui est effectivement plus que globale, justement, qui touche tout le monde. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'aller à plusieurs par un esprit de cluster, j'allais dire, de meute, un peu dans cet esprit-là, de chasser ensemble. Alors, j'ai une autre question aussi, puisque là, on a parlé télécommunications, on a parlé images, on a parlé messages de toute nature, on a parlé IT, finalement, comme on dit. Et donc, dès qu'on parle IT, on parle cyber aujourd'hui. La problématique cyber dans vos applications, c'est quelque chose que vous prenez en compte? Alors, au sens nous, il y a un volet qui nous touche directement, c'est la sécurité de ces données-là. Parce que voilà. un moyen aérien, c'est capter de l'information, c'est ni plus ni moins finalement qu'un capteur volant, qui soit d'ailleurs en imagerie ou même d'autres mesures, ça peut être de gaz ou autre. Mais comment sécuriser ces éléments-là? Donc effectivement, aujourd'hui, une couche qui est indispensable, c'est le cryptage, le chiffrement des données. Et c'est effectivement là aussi, on se différencie parce que les drones, on en a parlé à tout niveau, du jouet à quelques centaines d'euros, qui marchent très bien pour leurs applications. Et nous, on va jusqu'au produit de sécurité et de défense, où là, on a d'autres besoins qui effectivement sont une des clés. C'est la sécurité de ces données-là. Parce qu'effectivement, on ne peut pas se permettre... Sécurité des informations, de transmission du vol, sécurité du vol, et sécurité des données transmises. Tout à fait. Et c'est là qu'on va dire qu'on va apporter une différence par rapport à des solutions effectivement, qui sont très grand public, qu'on voit se diffuser partout, mais qui n'ont pas cette brique-là qui est essentielle pour un produit de cette nature-là, qui effectivement, il faut qu'il soit sûr lui-même. Donc effectivement, des liaisons robustes et aussi des liaisons qui sont robustes à des attaques, effectivement. Donc c'est un sujet également que vous avez de cyber, donc le chiffrement intégré, la sécurité de bout en bout. Cryptage, bien sûr, oui. Il n'y a rien à ajouter. C'est intégré dans vos solutions aujourd'hui. C'est intégrable. C'est intégrable. Non, mais oui, tout à fait, bien sûr, on rajoute des couches de cryptage. Ça mange pas trop de bande passante, le cryptage, quand même? Ça rajoute, effectivement, une couche de bande passante, oui, parce qu'il y a des clés de chiffrement à transmettre. Mais c'est anecdotique. C'est anecdotique. Et puis c'est essentiel dans tous les cas. Idem? Oui, nous utilisons, je dirais, l'état de l'art des systèmes de transmission cryptés et protégés, et nous investissons également particulièrement sur la protection des plateformes de traitement des données, qui sont une grosse partie non visible du système, et sur lequel on insiste beaucoup pour que, je dirais, non seulement contre les invasions des systèmes par l'extérieur, mais également pour la protection des données personnelles, puisque la géolocalisation notamment est une donnée personnelle sensible, on puisse faire ça sur le sol français, sur des serveurs nationaux qui après peuvent être exportés sur des serveurs dans d'autres pays, mais qui est totalement sous notre contrôle d'exploitation. Des métiers sur lesquels il est
nécessaire de donner aux utilisateurs finaux des garanties sur l'ensemble de la sécurisation de la chaîne, y compris le traitement, et de ne pas aller mettre ça sur n'importe quel cloud, je ne sais où, sans savoir comment c'est protégé. Donc, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations personnelles quand on va sur des applications dans lesquelles on accepte d'être géolocalisé, dans lesquelles on accepte de recevoir un certain nombre d'informations. Donc on donne son email, on donne son numéro de portable, on donne, etc. Donc toutes ces données-là sont effectivement très sensibles. Et je dirais quel est le driver pour le citoyen de donner toutes ces informations. C'est vraiment pour recevoir en échange, je dirais, un fragment de sécurité, un service de sécurité. Un service, je pense que c'est une question d'équilibre entre le service rendu et la confiance ou la méfiance dans la peur que ces données personnelles soient divulguées. Mais bon, toutes les études ont montré, notamment les derniers rapports de la CNIL, que déjà les outils que nous utilisons au quotidien sont des véritables bavardes, qu'elles racontent tout à des gens qui sont à l'autre bout du monde et que si on ne prend pas des précautions d'hygiène, eh bien on est tous exposés à partager nos données. Donc nous, on travaille dans toutes nos solutions avec la CNIL, parfois avec l'ANSSI, pour être sûr qu'au moins ce que l'on fait en Europe, en France et dans d'autres pays, c'est sous notre contrôle total. C'est très important pour pouvoir projeter des systèmes de confiance envers la population. Alors, on va bientôt terminer ce talk, mais j'aurais peut-être un dernier tour de table à vous proposer. C'est l'idée de qu'est-ce que vous attendez, je dirais, quels sont les attendus dans les 2-3 ans qui viennent, entre maintenant et le prochain Milipol, sur vos développements. Que représente le futur pour vous? Quels sont vos challenges dans les 2 ans qui viennent avant le prochain salon Milipol? Donc pour nous, aujourd'hui, on est aussi sur une étape. Là, on vient de remporter le marché pour l'équipement de la gendarmerie nationale. Donc on va déployer nos solutions aussi au profit d'autres unités donc, qui sont la gendarmerie. Donc c'est aussi, clairement, c'est des nouveaux usages. On va aussi en apprendre par ces usages-là. Je pense que la gendarmerie a déjà ses idées sur l'apport de cette technologie-là, mais on n'est qu'au début. Donc effectivement, ce que nous on attend, c'est du Retex, qui va s'ajouter à du Retex qu'on avait déjà sur le monde de la défense, et qui nous permet aussi maintenant de préparer vraiment plus efficacement aussi la phase d'export, parce que nos technologies, on a beau faire tout notre effort pour faire les meilleures technologies, ce qui compte, c'est de les vendre. Donc les vendre déjà sur notre territoire, c'est important, pour créer des références et surtout pour travailler en boucle courte avec les experts, justement, c'est ce qu'on fait. Et maintenant, c'est de se déployer sur d'autres continents. De nouvelles constellations satellites là, sont en train d'être lancées ces derniers temps, et notamment par l'opérateur Inmarsat avec la nouvelle solution Global Express. Pour nous, c'est vraiment là-dessus qu'on met beaucoup d'espoir, justement, dans la démocratisation des télécoms par satellite. Et baisse des coûts et augmentation des volumes traités. Exactement. Plus de bandes passantes pour moins d'euros. Et voilà, et je pense que dans les mois à venir, il y aura une vraie révolution dans les télécoms par satellite par ce biais-là. Eh bien, nous attendons une poursuite et une amplification de l'audace de l'administration et du public pour expérimenter et démontrer l'intérêt de ces nouvelles technologies. Dans notre cas, c'est en train de se faire dans différentes régions de France, dans différents SDIS, dans différentes villes, avec certains opérateurs de sites industriels, pour démontrer que ces technologies sont robustes et utilisables à très faible coût, de telle sorte qu'on puisse avoir en France même une vitrine qui permette d'exporter et d'aller faire des coupés-collés dans d'autres pays. Merci, je crois qu'on a fait le point à la fois sur l'intérêt non seulement opérationnel, mais également, je dirais, social, mais et aussi économique, parce que Milipol est un grand salon de sécurité dans lequel l'offre française y est bien évidemment à côté d'autres, mais elle est bien représentée. J'espère que ces talks vidéo durant toute cette semaine vous ont apporté des informations complémentaires. Vous pouvez, comme vous le savez, les retrouver sur la chaîne Milipol YouTube. Je vous remercie de nous avoir suivis et je clôt cette série de talks vidéo Milipol 2015. Merci.